Bonjour, ça marche, oui. Donc aujourd'hui, nous parlerons en alternance, Chao Jung et moi, chacun viendra ici. Nous allons, en gros, aujourd'hui, on va continuer sur ces questions de chronologie du Kangyu et d'identification des royaumes vassaux à partir du texte chinois. Et, enfin, aujourd'hui, ce sera surtout le Hanchu à nouveau. Puis à partir dans 15 jours, quand le cours reprendra, Chao Jung concentrera sur la question du Tongtian et de ses sources et de ce qu'il apporte de nouveau par rapport aux autres. Oui, alors, la dernière fois, vous vous rappelez, on a eu un échange assez détaillé, profitant de la présence de Nicolas Sims-Williams, sur la question, évidemment, qui devient complètement cruciale des inscriptions de Koultobé. Alors, donc, je vous avais expliqué que mon espoir pour sortir du débat chronologique, c'était de soumettre ces briques au test de la thermoluminescence, parce que ça donne des résultats à la fois fiables et précis. Donc, j'ai consulté Sacha Podouchkine, l'archéologue, qui vient de me répondre cette technologie n'est pas disponible au Kazakhstan. Mais, me dit-il, peut-être vous arriveriez à négocier ça avec le Musée national du Kazakhstan, où ces briques sont déposées au fur et à mesure qu'elles sont trouvées. En gros, probablement, moyennant finance, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Mais bon, ça me paraît extrêmement peu envisageable, parce que je ne vois pas très bien comment entrer en négociation avec le Musée national du Kazakhstan, avec lequel je crois que Podouchkine n'a pas de très bon rapport. Et en plus de ça, probablement, les tests ne pourraient pas se faire sur place. Il faudrait, je ne pense pas non plus que la thermoluminescence puisse se faire sur des petits fragments. Je crois qu'il faut quand même des fragments assez importants. Donc il faudrait négocier une exportation des fragments. Voilà, à un moment où les compagnies aériennes ne peuvent plus voler sur le territoire russe, tout ça quand même est assez compliqué. Alors, la solution quand même peut-être, c'est qu'à l'Ermitage, ils ont accès à ces techniques, à Saint-Pétersbourg. Donc, voilà, c'est ce que j'ai répondu à Podouchkine. Et si tel était le cas, je suis assez confiant que le corpus inscriptionum iranicarum, dans lequel Sims-Williams et moi devons reprendre l'édition et le commentaire de ces textes, pourrait financer les analyses. J'attends la réponse de Podouchkine. Ce week-end, je vois Pavel Lourier, le conservateur des Antiquités d'Asie centrale à l'Ermitage, qui miraculeusement va pouvoir venir à Berlin pour la réunion du corpus. Oui, il a réussi à se faire le vaccin, il a réussi à se faire Pfizer en Arménie. Enfin, Pfizer ou un papier disant qu'il avait Pfizer. Et donc, apparemment, il pourra monter dans l'avion, parce qu'il avait déjà un visa pour Schengen. Donc, j'espère le voir et lui parler de cette question. Bon. Alors, entre-temps, il y a eu un échange donc, entre Hirotoshi Ogihara, ici présent, et Nicolas Sims-Williams, sur plusieurs, dont j'ai eu connaissance, sur plusieurs questions. L'une d'elles, on y reviendra après, c'est la seule proposition faite jusqu'à présent et qui traîne un peu partout sur l'étymologie du nom de Kangyu, qui serait un mot tokarien, kouchéen, voulant dire agnéen, tokarien, oui, voulant dire pierre. C'est reproduit partout, y compris chez Yatsenko, et Hirotoshi a montré qu'en fait ça ne tient pas. Et donc c'était déjà assez improbable d'imaginer un lien linguistique entre le Kangyu et cette région du nord du Tarim. Et là, si même en tokarien A, ça ne veut pas dire pierre, la proposition s'effondre complètement et nous n'avons strictement plus rien sur quoi nous fonder pour le nom du Kangyu.
on n'est pas quand même complètement sans biscuit pour la langue du Kwankyu, parce qu'on a quelques noms de grands personnages transcrits, semble, dans les sources chinoises, mais disons qu'actuellement, donc, Cao Zhong est en train de travailler sur ce qui n'a pas encore été fait, c'est-à-dire la reconstruction de ces noms en chinois ancien et médiéval ancien, qui permettrait peut-être d'arriver à déterminer leur appartenance linguistique. C'est pas facile parce que, m'explique-t-elle, on tombe exactement au moment de la transition entre le chinois ancien et le chinois médiéval, et en fait, on est dans une période où on connaît assez mal la prononciation. Oui, alors l'échange, donc, Hirotoshi Ogihara attirait l'attention sur cette question de l'archaïsme extrême des inscriptions de Kultobé par rapport aux plus anciennes inscriptions sogdiennes que nous avions jusqu'à présent, c'est-à-dire les anciennes lettres de 313 après Jésus-Christ. Est-ce qu'on doit en tirer argument pour supposer que Kultobé est beaucoup plus ancien que les anciennes lettres? Hirotoshi rappelle qu'on a des cas d'existence concomitante de modes d'écriture archaïques ou archaïsants ou pas. Et il prend l'exemple des deux écritures officielles chinoises qui ont été mises au point à l'époque du premier empereur. On a mis au point à la fois une écriture très hiératique qu'on appelle l'écriture des sceaux, seal script, Chuanshu, je crée des programmes chinois, ouais. Mais qui était tellement compliquée que rapidement elle a été supplantée par ce qu'on appelle l'écriture cléricale ou l'écriture de chancellerie, l'Ishu, qui est toujours la base de l'écriture des caractères chinois non réformés. Bon. Et en fait, ces deux écritures ont mené des carrières parallèles parce que l'écriture des sceaux continue jusqu'à maintenant à être utilisée dans les utilisations les plus solennelles, les sceaux, les passeports, etc. Mais elle n'est pas du tout l'écriture habituelle. Bon, voilà. Ce que fait quand même remarquer Sims Williams, c'est que si tel était le cas, comme la plus archaïque, c'est l'écriture de Kultobé par rapport à l'écriture qu'on a ensuite, celle des anciennes lettres, si c'était vraiment une écriture archaïque réservée aux usages les plus solennels, parce qu'effectivement, nous n'avons pas d'autres inscriptions royales sogdiennes sur support dur que les inscriptions de Kultobé, on s'attendrait à ce qu'elle soit une écriture particulièrement, plutôt calligraphiée, hiératique, du type de l'écriture chinoise des sceaux. Or, c'est le contraire. Cette écriture-là est la plus médiocre, la plus négligée, et elle est beaucoup moins maîtrisée que l'écriture sogdienne qu'on trouve ensuite. L'impression de Sims Williams, c'est quand même que on a tout simplement reproduit un type d'écriture, disons, de notation rapide que les scribes auraient pu utiliser sur des manuscrits, du parchemin, par exemple. On n'est pas encore à l'époque du papier. Voilà, l'usage habituel des scribes et l'écriture qu'on a ensuite étant plus élégante, plus élaborée. Alors, bon, voilà, pour le moment, cette question reste vraiment sans solution. Il y a aussi le fait que c'est pas seulement, comme on l'a dit, l'écriture qui est archaïque dans les inscriptions de Kultobé, c'est aussi la langue, le système de notation de la langue. La langue ne paraît pas plus archaïque que le sogdien du IVe siècle, mais sa notation, oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'idéogrammes araméens que d'ailleurs maintenant Sims Williams s'appelle des logogrammes qui sont conservés. Bon.
Moi, je continue à penser que, le général du Tchatch, qui était en charge qui commandait l'expédition à Koultobé, a pris ce qu'il avait sous la main comme scribe. Alors, est-ce que c'était des scribes du Tchatch? Est-ce que c'était des scribes d'ailleurs en Sogdiane? Des scribes qui continuaient une routine héritée vraiment ancienne, d'une écriture qui avait quand même, peut-on dire, un peu dégénéré, bon, parce c'est vraiment pas un très bon système, hein, bon. Qui n'aurait pas été touché ou pas encore été touché par la recherche d'élégance qu'ont ensuite cherché les scribes de Samarcande. Alors, d'où pouvaient venir ces scribes de Koultobé? Bon, évidemment, on pense au Tchatch, puisque c'est le royaume où le fondateur de la ville est commandant. C'est là d'où il vient. Alors, le problème, quand même, pour supposer la conservation pendant longtemps d'une écriture dérivée donc des chancelleries araméennes, achéménides, c'est que le Tchatch n'a jamais fait partie de l'Empire achéménide, ou probablement très peu. Il n'a pas non plus vraiment fait partie des royaumes grecs d'Asie centrale. Alors oui, peut-être un peu à la frontière, justement près de le site qui encore aujourd'hui s'appelle Kanka, pourrait avoir été, disons, la zone aurait pu être occupée à l'époque achéménide. Kanka semble avoir existé à l'époque grecque. Est-ce que c'est ça qui peut suffire à expliquer que des scribes ont continué les vieilles habitudes? Est-ce qu'on les a pris d'ailleurs, pas de Samarcande, mais d'ailleurs, d'un endroit où ils étaient particulièrement en retard par rapport aux évolutions? Bon, voilà, pour le moment, on navigue dans un certain brouillard. Il faut quand même espérer que la thermoluminescence va finir par nous sortir des incertitudes. Bien, alors, nous en revenons maintenant aux questions de chronologie et de système des royaumes vassaux. Alors, excusez-moi, voilà, je reviens. Here, Zhao Zhang. Oui. On va prendre les témoignages chinois dans l'ordre. Donc, la question, donc, sur la question de l'apparition du royaume de Soussier, qui phonétiquement paraît quand même bien indiquer la Sogdiane. Ce royaume, en fait, apparaît d'abord, avant le Huanshu, il apparaît dans le Shiji, hein, c'est-à-dire les mémoires historiques de Sima Qian, où se trouve raconté, c'est le premier récit de l'ambassade à l'ouest de Changqian vers 120 avant notre ère, et là il est dit que la mention du Soussier apparaît indépendamment du Kangqiu qui n'apparaît pas en fait ici dans cette information. Non, le Kangqiu apparaît avant. Hein. Il apparaît en 134-130, il envoie une ambassade. Et puis un peu plus tard, vers 110, enfin en tout cas après 115, on nous parle d'une ambassade dans laquelle aurait participé le royaume de Shiji. Alors, voilà, Zhao Zhang, well, perhaps you continue here, short intervention, you sit and you just comment this slide. So maybe you change back to the slide of outline, timeline, just go back to the slide timeline. So first I'd like to... Yeah, does your microphone work? Yes. Okay. So is that voice? Okay. So
explain this slide a little bit because I have modified it a bit. As you see at the right side, I add 21st, 21, just below this number of 39 because that time I think it is not so safe to put this one, I mean another wooden slip from Xuancheng into this slip because we know that reading on this very slip is difficult. And actually we have to wait for the catalog, the official catalog of Xuancheng wooden slip. And now the publication is very slow. The first volume just appeared in 2019 and the second volume appeared last year and it is planned to be accomplished as late as 2027. However, if we believe what Wang Su and other Zhang Debang and other scholars have discussed, I think it would be very valuable to put this slip of 21st year before Common Era into our discussion if we have time after, well, around the end of our Of course. seminar. And then, okay, then next slide. So, as Hans just explained, there is an interesting passage in the chapter 123 in Shi Ji, and it mentioned that there is Suxie, a country called Suxie in the east of Wan or Dawan, or if you want Dayuan. And we generally believe that this Dayuan means Fergana. So I just read the Chinese text first. 即皖西小国欢前大邑，皖东姑师乌弥苏谢之属，皆随汉始宪见天子and 天子大悦。So here I won't discuss much about whether Dayuan or Dawan is correct. I mean, if you read featuring, that would be give Dawan, but if you read Polyblanc or so, it would mean Dayuan. But anyway, that means the same thing. And Prefer just, Pelé Blanc to Bichurin. yeah. Yes, I have no etymology, so yes, you like, I should say. Yeah. And last time I have explained a little bit about the Gushi. The term in red should be placed around Lop Nor, most likely in the north shore of Lop Nor and another country, a country other than Lowland. And Wumi is a little problematic. Wumi, okay. Yes, perhaps Dandan Ulik, according to Nagasawa. But at any rate, it should be put in the east of Khotan. So we know safely that these two countries are indeed in the east of Fergana. So the problem is where is Suxie and how to take account of Suxie in this passage. So. Alors voilà, ce passage est vraiment problématique. Il est la première mention que nous avons de Suxie, mais il ne semble pas le situer là où nous voudrions qu'il soit. Puisque ici, donc, ces pays qui ont envoyé des ambassades en même temps sont situés par rapport au Fergana, Taïwan, qui est donc, par rapport à cette carte, se trouverait ici, à l'est et à l'ouest. Et Suxie apparaît à l'est. Alors, il faut maintenant reprendre en détail cette liste. Alors, vous avez donc vu excusez-moi, oui, hop là, qu'est-ce que je fais là? Hop, 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 hop. Oui. Donc, les petits États à l'ouest de Taïwan, c'est-à-dire, il en nomme deux, Huanxian et Dai. Alors, il y a des propositions d'identification assez convaincantes pour les deux. Huanxian serait le Khwarezm et Dai serait les Da, c'est-à-dire un peuple nomade Saka, site, disons situé entre le Khwarezm et la mer Caspienne. Alors en ce qui concerne le Khwarezm, c'est extrêmement intéressant parce que c'est la première mention qu'on en a dans les textes chinois et c'est la seule avant le 7e siècle. Les textes chinois ensuite ne parlent plus jamais du Khwarezm jusqu'au Suishu, si je comprends bien. Je crois que ce n'est pas dans le Beishi, ni dans... C'est vraiment, ça apparaît dans le Suishu, à Paris. Et sous une forme, une transcription phonétique assez bonne, qui est Rolosimo en pinyin actuel.
Donc, Huanxian, prononciation Huanxian, ça a été, en fait, l'identification avec le Khwarezm a été proposée en 1929 par Paul Pelliot. Et tout le monde, en fait, oui, à tout le monde, sauf, je crois, Liu Taishan. Non, tout le monde a été d'accord. Donc, son raisonnement est le suivant. Dans l'intervalle, les Chinois ont englobé le Khwarezm dans le nom plus général de Sogdian, Sourdak. Ça, je ne suis pas tout à fait sûr, quand même, qu'ils ont englobé le Khwarezm dans le... Bon, le Khwarezm disparaît de leur horizon, c'est ça qu'on peut dire. On peut penser quand même qu'à un certain moment, peut-être, c'est plutôt englobé dans Kangkyu. Enfin, en tout cas, voilà. Là, il raisonne sur là, ça ne nous concerne pas vraiment directement, mais pour le Khwarezm, voilà, j'ai indiqué les conditions où un N final du chinois pouvait sous les Han représenter en transcription un R de fin de syllabe. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est pour le peu que je connais sur les restitutions de toponymes non chinois à partir du moyen chinois, c'est vraiment une chose assez constante. C'est qu'un N final, assez souvent, peut représenter un R. Ça aide beaucoup quand même à identifier des toponymes. Bon, dans le domaine iranien ou iranisé, j'ai insisté sur l'instabilité de cette R de fin de syllabe en iranien devant consonne. Les exemples types sont, voilà, Ansi, qui est en fait Arshak, c'est-à-dire le pays de la dynastie des Arsacides, c'est-à-dire l'Empire parthe. Dans certains cas, c'est peut-être quand même la partie orientale de l'Empire parthe. Alors il se trouve que dans ce texte, ce récit d'ambassade, donc d'environ 115, un petit peu avant, c'est pas la même ambassade, hein, mais un petit peu avant, on nous parle effectivement d'une ambassade de Annecy. Alors, si on est vers 110-115, bien que les Parthes aient déjà conquis la Mésopotamie, etc., ils sont quand même encore très centrés sur leur noyau historique, qui est donc autour de la Parthienne, autour de Nisa, leur première capitale Nisa, qui est alors en pleine efflorescence, j'en ai parlé dans la première année de mon cours, et donc là, probablement, on avait à l'esprit les régions orientales de l'Empire parthe, le noyau historique, et ça collerait bien avec le fait qu'un peu plus tard, on nous parle donc du Khwarezm et des Daha. Ça nous situe en gros dans la même zone d'Iran oriental. Bien. Alors, voilà. Donc, avec le raisonnement de Pelliot donc s'applique très bien à cette transcription, à cette forme pansienne qu'il restitue Huanziem. Si on part du fait que N final peut représenter R, on a Huarziem qui représentait assez bien Khwarazm, c'est-à-dire une forme métathétique de Khwarazm, persan Khwarizm. Je dirais même que Khwarazm métathétique, Khwarazm, oui, parce que Khwarazm, c'est même une forme assez authentique, puisque étymologiquement maintenant, on pense que Khwarezm, ça veut dire les Pays-Bas, c'est-à-dire sur le bas Oxus, c'est-à-dire Khwara, bas, petit, et Zma, terre. Donc en fait, la transcription chinoise reflète une forme qui paraît tout aussi authentique, acceptable que les transcriptions iraniennes anciennes. Et là, c'est quand même, on tient quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a vraiment l'apparition du nom du Khwarezm. Alors,
le deuxième royaume, indiqué comme, dans ce cortège d'ambassades de 115, 110, le deuxième royaume indiqué comme étant à l'ouest du Ferghana, c'est Taï. On va dire Daï. Alors là, Pelliot ne commente pas, mais on a comparé avec le peuple des Dahae, voilà, connu dans l'Antiquité. Alors, c'est indiqué par Yu Tai-shan dans une note. Je n'ai pas vérifié si cette idée est de lui ou s'il l'a prise ailleurs. Il faudrait voir, parce que Yu Tai-shan ne cite pas toujours ses sources. Il faut savoir ça. Alors, il se trouve que c'est très cohérent tout ça. Parce que, les Dahae, ils sont connus depuis l'époque, on en parle depuis l'époque achéménide, et aujourd'hui encore, ils ont laissé une trace dans la toponymie, puisque la province située juste au nord de l'Iran, au Turkménistan, sur la rive orientale de la Caspienne, s'appelle toujours le Déhistan, c'est-à-dire le pays des Dahae. Bien. Alors, à l'époque d'Alexandre, on nous parle donc d'une ambassade envoyée, enfin, parfois c'est une ambassade, parfois c'est le roi du Khwarezm lui-même qui vient trouver Alexandre. Alors on discute, est-ce que c'est à Samarcande, est-ce que c'est à Bactre, en fait le détail le plus précis est donné par Quinte-Curse, qui nous explique, Quinte-Curse 8.1.8, qui nous explique que le pays des Chorasmiens, le Khwarezm, est voisin du pays des Massagètes et du pays des Dah. Alors, le Khwarezm, donc, vous voyez, c'est ici, le delta de la Moudaria au sud de la mer d'Aral. Les Massagètes, on s'entend en général pour dire qu'ils occupaient plutôt les régions du bas Sirdaria, le territoire qui plus tard va être celui de Yantsai, des Alains. Alors peut-être ils sont identiques à ceux que Strabon appelle les Apasiaques, c'est-à-dire les Sakas des eaux, les gens du delta. Bon, les Massagètes auraient pu aussi avoir une zone plus grande. C'est assez logique de les mettre ici, pas trop loin en fait de l'Asie centrale méridionale, parce qu'ils se sont heurtés aux Achéménides très tôt. Cyrus est mort lors d'une campagne contre les Massagètes. Donc les Massagètes, ici, pouvaient être menaçants pour la ligne de défense que Cyrus, on le sait, s'efforçait à établir sur le moyen Sirdaria. Il a là fondé des villes qu'Alexandre va refonder. Donc tout ça est assez logique. Et donc Quinte-Curse nous explique que les Chorasmiens voisinent aussi avec les Dahae. Si on met les Dahae, disons, occupant les lisières occidentales du Khwarezm, sur cette zone des plateaux, l'Oustiourt, zone de plateaux d'ailleurs qui ne sont pas forcément des déserts, parce qu'à cette époque, il y a un cours de la Moudaria qui continue à se déverser à l'ouest, dans la baie de Krasnodar, qui a été un cours intermittent. Il se trouve qu'à l'époque en question, l'époque achéménide, ça marche encore à peu près. Ça va recouler à plusieurs reprises. Bon, donc, il n'y a donc pas rien d'étonnant à ce que le peuple des Dah soit mentionné dans cette ambassade, juste à côté du Khwarezm. Et alors, on retrouve les Dah très logiquement vers 240, au moment où commence à émerger l'état des Parthes. Les Parthes se révoltent contre les Séleucides
voilà, dans cette zone pas loin de la future Nisa, à la frontière actuelle entre le Turkménistan et l'Iran, le long de la chaîne du Kopet-Dag, et on nous explique, donc c'est dans Justin, que ils se sont... ils voisinaient ou ils se sont à un moment battus contre les Dars. Voilà, donc ça va, c'est logique. Et puis surtout, on a des raisons de penser qu'à l'époque qui nous concerne, non seulement les Dars sont voisins des Chorasmiens, mais que ils sont même assez étroitement associés au niveau de leurs élites militaires, alors peut-être même infiltration des élites militaires, voire même l'arrivée au Choresme d'une dynastie originaire des Dars. Il semblerait qu'effectivement, il y a peut-être un changement de dynastie au Choresme au moment où se fonde la première capitale, Akçakhankala, dont j'ai souvent parlé, et qui est en train d'être fouillée par la mission australo-ouzbek, et qui émerge au IIe siècle avant notre ère. Qu'est-ce qui permet de penser à ce moment-là à une association au niveau des élites militaires entre les Dars et le Khwarezm? C'est cette inscription. C'est un ostracone, donc inscription sur poterie, trouvé dans un site, c'est le Burle-Kala, c'est pas loin d'Akçakhankala, voilà, la capitale du... Et d'après Lifshitz, qui l'a publié, c'est du IIe siècle avant, première moitié du 1er siècle avant. Alors, l'archéologue qui a trouvé, qui a fouillé ce site, lui dit c'est pas possible, c'est pas du tout la date archéologique à laquelle on arrive. Ma date archéologique, c'est 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Oui, mais nous savons maintenant que la vieille chronologie de Tolstov pour la céramique du Khwarezm est complètement à revoir et dans certains cas, pas mal de cas, elle est trop ancienne d'un siècle, voire deux. Bien. Donc, je fais plutôt confiance à la datation de Lifshitz. C'est une liste de noms de personnes. Et parmi eux, on voit ici un personnage qui s'appelle Darakinak. Ça veut dire l'épée, ou plutôt la dague, parce que Kinak, c'est l'épée courte des Scythes. Des Da. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il porte une épée de modèle d'art? Est-ce que c'est métaphorique? Est-ce que ça veut dire qu'il est enfin, lui ou sa famille servait dans l'armée des Da. En tout cas, il est clairement associé aux Da. Et on voit dans cette liste qu'il y a un autre nom qui est de type militaire, un personnage qui s'appelle Yashzenak, ça veut dire qui a l'arme à la ceinture. Bien. Les autres noms de la liste sont des très bons noms zoroastriens. Donc c'est vraiment tout à fait, c'est l'idéal, c'est la situation qu'on attend au Khwarezm à cette époque, un fond local zoroastrien d'origine achéménide et une strate militaire d'origine nomade chez les Da. Alors maintenant, je dirais que c'est exactement l'époque de notre ambassade, donc je ne vois vraiment... C'est rare qu'on puisse être aussi affirmatif avec ce type de texte, mais là, vraiment, where is the... Yeah. Je ne vois vraiment aucune raison de douter de qu'il s'agit du Khwarezm et des Dars, et je trouve une raison parfaitement logique qu'ils aient envoyé une ambassade ensemble. Bien. Alors maintenant, ça ne résout pas tous les problèmes de la liste. Bon, en ce qui concerne maintenant, il y a les peuples, les ambassades envoyées par des royaumes ou des peuples à l'est du Pamir. Alors, donc Chaozhong vient de vous commenter Gushi et Wumi, qu'on n'identifie pas très précisément, mais on voit quand même où c'est. Et puis le gros problème, c'est que Souxié Sogdiane est situé à l'est des Pamirs, alors que normalement on l'attend à l'est.
Alors, il y a une façon de régler la question, c'est ce que propose Yu Taishan, c'est une erreur. On corrige le texte, Soucier n'est pas placé au bon endroit, il aurait dû être là et pas là. Bon, c'est une façon de prendre les choses. Alors, on pourrait aussi peut-être faire justice, enfin, voilà, essayer de croire le texte transmis, et dans ce cas-là, je ne verrai qu'une seule explication. C'est la présence d'une colonie sogdienne dès cette époque à l'est du Panir. Alors, où ça on entend parler un siècle plus tard d'un grand emporium, lieu de rencontre commerciale, juste au débouché du Pamir à l'est, que Ptolémée appelle l'Ormétérion. C'est l'endroit où les marchands venus de l'ouest négocient les marchandises avec des marchands venus, dit Ptolémée, du pays des Sers. Sers, c'est le pays des Chinois, mais évidemment, ça peut aussi, c'est aussi les peuples à l'ouest des Chinois. Alors, est-ce qu'il là se serait trouvé une colonie marchande sogdienne? Et à ce moment-là, on pourrait penser que peut-être qu'ils étaient chargés par leur métropole de profiter des cortèges d'ambassades envoyés par divers royaumes de l'Ouest pour s'y joindre et défendre les intérêts commerciaux de la mère patrie. Ce qui est sûr, c'est que pourquoi est-ce que les Parthes de l'Est, les Chorasmiens, les Dares et ces petits peuples ici ont envoyé des ambassades en Chine à cette époque? Ils n'étaient nullement menacés, enfin peut-être oui ceux-là, par une expansion de la conquête chinoise. À mon avis, ça peut vraiment être pris comme des prises de contact commerciales. Alors, un argument possible en faveur d'une présence sogdienne dans cette zone, c'est que l'ancien nom de Kashgar, Kashgar ne s'appelle pas Kashgar dans les sources chinoises anciennes, il s'appelle Choulé ou Souli, qu'on a parfois rapproché du nom des Sogdiens. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il y avait des Sogdiens à côté de Kashgar? Alors, il y aurait une autre explication, mais elle ne me plaît pas, pour des raisons subjectives. C'est qu'il y aurait une homonymie, et qu'en fait, Choulé serait un nom de Kashgar, et que le soucier de cette liste ne serait pas les Sogdiens, mais serait Kashgar. Bon, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je voudrais vraiment que, comme Souci réapparaît vraiment après comme le nom de la Sogdiane, il faut chercher une explication qui rattache vraiment ça aux Sogdiens. Alors, pour terminer sur... oui, je termine sur un point et ensuite Étienne voudrait intervenir. Donc, voilà, je dirais un certain nombre de peuples qui prennent contact avec la Chine et prennent contact pour établir probablement des relations commerciales. Alors, je voudrais rappeler que Samarcande, à cette époque, est une ville prospère. Hein. Les Grecs ne sont plus là. On est environ vers 110. La présence grecque n'existe plus à Samarcande depuis environ un siècle, mais c'est pas du tout une ville en régression. L'emprise urbaine reste assez importante, l'artisanat reste de très bonne qualité, et le témoignage le plus éloquent, on l'a déjà vu, hein, c'est la composition de la tombe qu'on peut dire Kankyu de Koktépé à 60 km, à 30 km de Samarcande, où on voit un mélange de rites funéraires nomades, de costumes de type nomade des steppes avec les petits boutons cousus en or, de miroirs chinois impériaux
offert sans doute en cadeau diplomatique, et de poteries toutes locales, qui sont en fait les poteries que nous trouvons à Samarcande exactement au même moment. Et vous voyez, c'est pas de la poterie grossière, voilà, c'est tourné, c'est de la poterie tournée, c'est engobé, il y a un lissage. On voit qu'à ce moment-là, j'ai pas retrouvé à temps la diapo, mais ils produisent encore des vases qui sont des imitations des cratères grecs. On n'a pas du tout l'impression d'une ville en déclin. Et c'est dans un contexte comme celui-là, on peut tout à fait faire l'hypothèse que ce seraient les toutes premières manifestations connues d'un phénomène qui va être de très longue durée, qui est la présence commerciale sogdienne sur la route de Chine. Alors, je vois qu'Étienne veut intervenir, parce que sans doute il y a des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Non, c'était juste une question très naïve pour comment vous interprétez, si vous pouviez revenir au texte du Chuti, voilà. Ah, bien. Ouais. Pourquoi il y a Joshua à la fin? Oui, Joshua. Après associé, Joshua, c'est-à-dire que tous ces royaumes appartiennent à, sont soumis à. Comment vous interprétez? Oui, comme vous avez dit, le caractère Shu, il y a beaucoup de sens. Oui. So here, I think that Jishu is someone alike. Etc. Etc. Ah, c'est seulement ça. D'accord, ok. Parce que je ne comprenais pas, sinon tous ces États étaient soumis à Dayuan, je ne comprenais pas. D'accord, ok. Là c'est uniquement etc. Okay. Bien, alors, maintenant donc, que nous avons vu cette première occurrence historique du souchier, et encore une fois, dans ce texte, alors ce qui apparaît dans ce texte, c'est que il est question du Kankyu un petit peu avant, qui a établi des relations avec la Chine, mais rien dans le texte que nous venons de voir n'indique encore que le Kankyu a exercé sa domination sur Souchier. Daiwan aura toujours un statut un petit peu à part, parce qu'il est quand même dans l'orbite politique du Kankyu, mais il va toujours rester indépendant. Voilà, on est à ce stade. Alors, maintenant, il faut en venir au stade suivant, qui est donc la notice du Hanshu sur le Kankyu. Alors, je rappelle que ce que le Hanshu nous dit sur le Kankyu est vraiment fondamental, parce que dans le Huangshu, pour des raisons que Chao Zhong a expliquées, la notice sur le Kankyu manque. Il y a une notice sur les royaumes soumis, mais il n'y a pas de notice sur le Kankyu. Donc il faut vraiment partir de la notice du Hanshu. Alors, chronologiquement, on s'accorde à penser que donc, le Hanshu est rédigé au début à partir vers 125 par la famille, par les membres de la famille du général Pan Chao, et on s'accorde à dire qu'en gros, les informations sur les informations du Hanshu s'arrêtent vers 25 de notre ère. Et c'est le cas aussi pour les notices sur les peuples occidentaux. Bien qu'il y ait quelques mises à jour dans le Hanshu, mais c'est partiel, et ça ne concerne pas ces peuples occidentaux. Donc c'est une page qu'a préparée Chao Zhong. Le texte en bleu, c'est donc le texte, les traductions de Yu Taishan reproduites, et en turquoise, ce sont les endroits où la traduction de Yu Taishan diffère de celle de Hulzové et Levé. En général, elle la suit. Bien. Et on va voir qu'il y a plusieurs points dans ce passage qui sont un peu problématiques. Donc je lis. L'état du Kankyu, le siège du gouvernement du roi, c'est Wang, Wang, du roi.
en hiver, est dans la zone qui va de Leyuinudi à la ville de Beitian. Ville, Chao Zhong, c'est quel mot chinois? Un moment, s'il vous plaît. Parce que c'est toujours pareil, il y a une Quel caractère? question. Oui. C'est Chang. Chang. Je crois que ça peut vouloir dire ville, mais pas toujours. Hein. Ça peut être une forteresse, ça peut être tout endroit qui est fortifié. C'est pas forcément une agglomération. Bien, ça c'est important à savoir. Ça peut être un camp fortifié dans ce contexte. Any site with a wall. Any site with a wall, any site with a wall, et le mur, il peut être en terre. Donc ça peut être un camp nomade fortifié. Alors, c'est à 12 300 li de Chang'an et pas sujet au protecteur général. Le protecteur général, donc, qui est dans la zone de... à cette époque, c'est donc, à l'est de Turfan, le siège du protecteur général. C'est... The seat of the Protector General at that time is... c'est ça. Donc, non, pas sujet. Donc, royaume indépendant. Alors, là, on atteint Leyuinudi, dont on parle ici. Alors, c'est là que le texte paraît pas clair. On atteint Leyuinudi après un voyage de 7 jours à cheval. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on atteint Leyuinudi, mais à partir d'où? Puisque d'après le texte reçu ici, Leyuinudi, c'est près du centre politique. Alors on atteint Leyuinudi à partir d'où? 7 jours à cheval, et il est à une distance de 9104 li dans le royaume de la résidence d'été du roi, dont on nous parle ici. Et on va tout de suite voir que ce chiffre est totalement pas crédible. Alors, il y a 120 000 familles, 600 000 individus, avec 120 000 hommes qui peuvent porter les armes. Alors je rappelle par comparaison que ça nous met le Kankyu à un niveau de puissance militaire qui est à peu près celui des Yuechi, hein, puisque les Yuechi, quand Changqian les a rencontrés en 127, en Bactriane du Nord, avaient 90 000 archers légers. Là, on nous parle de 120 000 hommes capables de porter les armes. Leur mode de vie est identique à celui des Yuechi. Et à d'autres endroits du texte, on va nous préciser, mais bon, ce sont des topoi. Ils ont du bétail, ils vivent sur les pâturages, ils se déplacent d'un pâturage à l'autre. Voilà, un mode de vie nomade. Mais on voit à un certain moment des notices, des informations. Alors, est-ce que c'est dans des textes repris dans le Huanshu ou ailleurs? On commence à nous parler à partir d'un certain moment d'établissements sédentaires. Voilà. Alors, ce qu'il... les remarques qu'on peut faire, parce qu'il y a vraiment quelques difficultés. Et le Tekfané, voilà. La résidence d'été. Leyuinudi, 7 jours à cheval, jusqu'à la résidence d'été du... on atteint Leyuinudi après un voyage de 7 jours. Alors... Next slide. Hein? Next slide. Next slide. Oui. Non, là, oui. Donc déjà, le siège du gouvernement du roi en hiver est dans la zone entre Leyuinudi et la ville de Beitian. Alors, pour certains, en fait, il faut distinguer, et le texte serait peut-être trop abrégé, et en fait, l'information serait que il y a la ville de Beitian, ou le camp fortifié de Beitian, et qu'en hiver, il est à Leyuinudi. Ce qui permettrait d'interpréter très bien cette phrase ici. On atteint Leyuinudi
oui, depuis Beitian, le siège principal, après un voyage de 7 jours à cheval. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, pour une fois, l'information de distance est crédible. Parce que, quand il est question des lits, il y a deux problèmes épouvantables, c'est de calculer ce que représente le lit à cette époque. Alors, il y a les calculs, on en a longuement parlé au séminaire hier avec Étienne et Chao Zhong, je ne reviens pas là-dessus. Il y a des calculs on calcule parfois le lit à vol d'oiseau, mais parfois aussi on introduit des correctifs, parce qu'évidemment les distances à vol d'oiseau n'étaient pas les distances réelles, et puis ces distances en lit n'étaient évidemment pas mesurées sur place, s'il n'y avait pas d'instrument topographique. Ce sont probablement des reconversions à partir de journées à cheval, le problème étant que représente une journée à cheval. Bien. Alors ici, là, quand il est question de 7 jours à cheval, c'est crédible. Parce que c'est vraiment les informations que les ambassadeurs ont transmises. On peut penser que il faut probablement partir de valeurs assez hautes pour la mesure de ces journées à cheval. Ça, c'est un échange que j'ai eu notamment avec Didier Gazaniadou, le grand spécialiste de la poste à relais en Chine et en Iran et chez les Mongols. Il faut partir... Bon, une journée à cheval, ça peut être 15 km. C'était apparemment parfois la norme en Chine. Ça peut être 40. Hein. Tout dépend de la vitesse à laquelle on a voulu voyager, et tout dépend de la nature du terrain, et d'autre part, de la nature des chevaux. Bien. Or là, on est probablement dans des valeurs hautes. Pourquoi ? Parce que ce sont des informations transmises par des ambassadeurs. Les ambassadeurs, on les faisait voyager vite. On n'avait pas du tout l'intention qu'ils s'attardent dans le pays, parce qu'on soupçonnait, avec d'excellentes raisons, qu'ils faisaient aussi qu'ils espionnaient. Donc, on le sait par tous les témoignages ultérieurs, on les fait voyager le plus vite possible d'un siège à l'autre du roi. I want to add something after your speech. Ok, I've finished just... Et, nature des chevaux, les ambassadeurs, on ne les a pas mis sur des chevaux chinois, on les a mis sur des chevaux Kangqiu. Et les chevaux Kangqiu, ce sont les meilleurs chevaux de cette époque, comme les chevaux du Fergana. Nous les avons vus, les chevaux Kangqiu, dans le premier cours. Hein. On voit très bien, ce sont des longs chevaux à longues pattes. Ça rappelle un peu les chevaux turkmènes d'aujourd'hui, les Akhalteke, une race extrêmement prisée. Donc, a priori, ces gens-là, ils devaient faire 40 km par jour. Et donc, ça peut nous donner quand même une idée assez précise. Perhaps you wish to speak now. So let's return to the slide before. So again, the Chinese text. So first, slide before. This one is okay. So first, we have to indicate that one phrase is redundant in the Chinese part. So there is two phrases of it is 12,300 li in the Chinese part. You see, but anyway, it's not important. And what I like to indicate here is that if you look Hulseve's translation, and it is important to note that in Hulseve's translation, I just read the first phrase. So the seat of the king's government in winter is in Leyuanidi, ... to the town of Beitian. And actually, so in Hulseve's theory, it thinks that there is a text corrupt in this phrase. So he did not translate. However, in Yu Taishan's opinion, there is no text corrupt. It can be understandable in his opinion. So if you read Yu Taishan's commentary in the English version, the commentary number 339 would give that the town of Beitian
It is situated to the south of the Karatau and north of the Sirdarya, around Turkestan, without reference. But if we just trace back to his earlier work, Yu Taishan's earlier works, we will know that this is Shiratori's theory. And then the English commentary continue. Another theory is that there are textual errors or textual corruptions. And according to this theory, the seat of the king's government of Kangju was Beitian, blah, blah, blah. And again, without reference, but actually it refers to Holsevei and an earlier and important sinologist Xu Song. It is Xu Song's idea that he found here the Chinese looks a little bit wired, so he chose to interpret that there may be a text corrupt. Yes, here. yes. That is a very important question. So there is a debate on this question. Alors, ce qui peut être aussi commenté... Oui, alors, par ailleurs, ce qui complique les choses. Alors, on nous explique, on nous parle après de la capitale d'été. La capitale d'été. Alors, en principe, un endroit où il fait plus froid. Donc, ça peut être au nord, mais ça peut être aussi plus dans les montagnes. Hein. Alors là, on a une indication de distance. Alors, est-ce que c'est depuis les Yuenudi ou depuis Beitian, si ça part de Beitian? 9104 li, c'est de toute façon complètement pas crédible. C'est un chiffre qui ne peut pas être reçu. Donc, il y a eu des tentatives pour rétablir les vrais caractères. Mais alors, vous voyez, ça donne des résultats complètement différents parce que Wang Kuofei et Yu Taishan corrigent en 1104 li, ce qui nous donnerait à peu près 400 km. Mais Ulzevei en 91 li, ce qui mettrait 40 km entre le centre politique et la capitale d'été. Donc, voilà, c'est quand même c'est extrêmement difficile à manier. Alors, ce que je voudrais dire du point de vue, maintenant, de l'opinion des archéologues russes, soviétiques et russes, c'est que depuis longtemps, et avant même en fait qu'ils aient vraiment de la substance archéologique à mettre derrière tout ça, ils ont raisonné sur ce texte. Ils y accédaient par Bichourine, 1850. Ils continuent en fait beaucoup à utiliser Bichourine. Et puis, apparemment, leur deuxième source importante de traduction, c'est Kuhner, en 1961, qui a publié un recueil de sources chinoises sur l'Asie centrale et la Sibérie ancienne. Je n'ai pas accès à cet ouvrage. Apparemment, ils en sont là. Bon. Que lit-on dans la littérature vraiment la plus actuelle? Alors, Yatsenko, 2020, reproduit l'idée que, en fait, le texte ne mentionne que deux résidences. Hein. L'une qui serait donc Beitian dans la région de l'île Yuenudi, et l'autre qui serait Fanei, qui est donc la capitale d'été. Alors, pour Beitian, voilà. Alors, selon lui, donc, on aurait Beitian dans la basse et moyenne vallée basse vallée de l'Aris, vers la ville actuelle de Turkestan. Bon, voilà. Ils sont tous plus ou moins d'accord là-dessus. Et encore, en fait, c'était aussi l'opinion de Shiratori. Et Fanei serait sur les piémonts, en fait, dans la vallée supérieure de l'Aris. Et je vois en fait que ça ne serait pas en fait incompatible avec la correction de la distance en 91 li, une distance très courte. Parce que si on met le centre politique, disons maintenant avec Podouchkine, on voit quand même que la grande zone de concentration des nécropoles Kangyu, c'est plutôt par ici, hein, très près de Kultobé en fait, ici. Bon, 45 km, alors à ce moment-là, on peut très bien imaginer
un alpage, pas très loin, voilà. C'est tout. Il ne parle pas de capitale. Il ne parle pas de capitale. Il considère en fait que la capitale d'hiver, bon bah c'est ça. C'est sur la basse vallée, capitale d'été, haute vallée. Alors Podouchkine, j'ai pas vraiment vu s'il résonne avec ça dans le texte. Enfin, Podouchkine est vraiment très très près des données archéologiques. Il publie les données archéologiques. C'est pas quelqu'un qui va faire des raisonnements sur les textes chinois. Lui, il part des données archéologiques. Et dans ce qu'il publie là, cette carte, je vois que lui, il a plutôt l'air d'être pour un schéma tripolaire. Parce qu'on aurait donc Beitian, le centre politique, moyenne et basse vallée de l'Aris. On aurait par ici les Piémonts, qui serait la capitale d'été. Et puis, il indique une capitale importante ici à Kanka, donc près de la zone, la région actuelle de Tachkent. Donc, il a l'air d'être dans un schéma tripolaire. Alors, je dis tout de suite que ce qu'il a dessiné ici, c'est assez fantaisiste. Il a tenté de reconstituer l'itinéraire de Changqian, mais il n'a pas l'air de savoir qu'en fait, l'information sur les diverses capitales du Kangqiu, elle n'est pas dans Changqian. Elle est uniquement dans le Hanshu. Bien. Lui, il se base là-dessus. Mais alors, en même temps, le raisonnement de Podouchkine plaque sur cette carte du cœur politique du Kangqiu les 5 petits royaumes subordonnés dont on va parler ensuite. Et ce qui rend les choses quand même très très compliquées, parce que on ne peut pas à la fois être un royaume vassal et subordonné, et en même temps être dans le cœur politique du pays. Donc là-dessus, on ne peut pas dire que les choses soient claires. Bien, alors, voilà ce qu'on peut dire sur cette question, sur cette notice du Hanshu, qui est donc frustrante, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'incertitudes, la corruption des chiffres des distances, la corruption possible du texte, qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à savoir si on parle de 2 endroits ou de 3 endroits. Et maintenant, il faut donc en venir à l'étape suivante, qui est donc la question des 5 royaumes subordonnés, au Kangqiu, qui sont donc mentionnés dans le Hanshu, mais dans un passage plus loin. Alors, la question a été reprise et renouvelée par notre collègue de Pékin, Bibo, professeur à l'université Genmin, qui a déjà eu l'occasion de venir ici et que je souhaite pouvoir faire revenir dès que ce sera possible. Elle a par exemple elle a présenté une communication commune avec Nicolas Sims-Williams sur une inscription bilingue funéraire sino-sogdienne en Chine, communication présentée à l'Académie, et malheureusement Bibo ne pouvait pas venir parce qu'elle ne pouvait pas sortir de Chine, et Sims-Williams ne pouvait pas venir à cause des restrictions du Covid. Et c'est donc moi qui ai lu la communication, après m'être fait expliquer la prononciation des caractères chinois, et le dialogue a pu avoir lieu avec Bibo et Sims-Williams par visio. Voilà, donc c'est une collègue très active et qui est, à l'heure actuelle, la personne en Chine qui connaît le mieux le sogdien. Elle a été formée par Sims-Williams et c'est la seule spécialiste en Chine actuellement qui peut éditer en autonomie un texte sogdien. Et ça, c'est vraiment important parce que des textes sogdiens en Chine, on va continuer à en trouver. Alors, Bibo a donc publié un article sous 2 versions successives, donc récente. Alors voilà,
découvertes archéologiques récentes concernant le Kangkyu et la Sogdiane. Ces découvertes archéologiques récentes, ce sont d'une part ce dont donc Chao Zhong a parlé tout à l'heure, les inscriptions sur plaquettes de bois trouvées dans dans le relais postal de Xuanzhen, à l'est de Dunhuang, où sont mentionnés des représentants de ces royaumes, et d'autre part, la découverte des inscriptions de Kultobé, parce que donc l'une des hypothèses de Chao Zhong, et à mon avis pas la de Bibo, et à mon avis pas la plus solide, c'est que la liste des 5 petits royaumes se retrouve plus ou moins dans la liste des principautés sogdiennes énoncées dans les inscriptions de Kultobé. Alors, elle a publié d'abord son article en chinois en 2012. Elle en a fait une version anglaise mieux au point en 2019, où elle a renoncé justement à certaines hypothèses antérieures sur la base de discussions qu'elle avait eues avec Nicolas Sims-Williams. Donc, le point de départ de sa recherche, c'est donc ces nouvelles inscriptions sur tablettes de bois qui sont en train. Donc, le corpus est énorme. 17,000 and how many Huanqian documents do they exist now? When Wang Su published his paper in 2004, the Xuanzhen wooden sleeve excavated since 1990 until 2004. It has been amount to 17,940. 17 900. Alors évidemment, tout n'est pas d'un intérêt équivalent, mais il se trouve que dans ces documents, je crois, I think about 30 pertain to the accommodation of ambassadors. 13. 16. Alors, le plus intéressant de ces documents, c'est celui-ci, qui est donc daté de 39 avant notre ère, et qui est donc en fait, on dit que on l'appelle ça un rouleau. Alors, c'est pas ce que nous on appellerait un rouleau. Un rouleau, c'est du parchemin ou du papier roulé, mais en fait, techniquement, c'est un rouleau, parce que c'est un rouleau, mais constitué de baguettes de bois qui sont enroulées ensemble. Voilà. Et c'est un long document. Donc, Chinese studies. Let's go. Ok. Voilà. Alors, ce document date de 39 avant notre ère, et il est question donc de la plainte déposée par des envoyés qui sont mentionnés ensemble du Kangkyu et du Sulxie. Et ce sont les seuls royaumes mentionnés dans ces documents, à part plus au sud les principautés des Yuezhi. Donc les raisonnements de Bibo sur l'identification des 5 petits royaumes subordonnés au Kangkyu est une autre partie de l'article. Il se trouve qu'il faut tout de suite voir la conjoncture. On est en 39 avant notre ère, et c'est une période de tension diplomatique entre la Chine et le Kangkyu, parce que le Kangkyu a accueilli un souverain des Xiongnu, voisin toujours menaçant de la Chine, qui avait été dépossédé de son trône. Il est accueilli sur le territoire frontalier du Kangkyu. Il s'y consolide pendant environ 8 ans.
C'est un texte que nous allons être amenés à voir ensuite. Et finalement, bon, les Chinois voulaient vraiment s'en débarrasser, et ils ont fini par s'en débarrasser en 1936, en lançant une expédition. Mais, entre-temps, le Kangqiu est considéré comme, de fait, allié de ce souverain Xiongnu dangereux. Et donc, c'est sans doute dans ce contexte qu'il faut expliquer un traitement, le mauvais traitement dont se plaignent les envoyés du Kangqiu et donc du Soucier qui voyagent avec eux. Donc, j'en viens maintenant à ce que dit le texte publié par Bibo. Yeah, well, then we'll move then to the list of yeah, the list of the 5 petty kings. Maybe you read the I read it because then next tomorrow we'll discuss the list of the 5 Yes, petty kings yes. according to Bibo. Excuse me, I'm just checking here. Yes. Ok. Alors, que disent ces tablettes? C'est l'envoyé du Kangqiu nommé Yang Baidao. Alors, je serai très attentif à ce que vont donner les restitutions phonétiques de ce nom, parce que on a très peu de matériel onomastique du Kangqiu, et là, on pourrait enfin avoir quelques idées. Moi, je suis persuadé qu'on va trouver que ce sont des noms iraniens. Voilà, mais il faut pouvoir le prouver. Le vice-envoyé, nommé Biantian, un envoyé de Soucier, donc ils sont mentionnés juste les uns après les autres, appelé Gumo, un vice-envoyé qui s'appelle Shachun, et un noble, on ne dit pas d'où il vient, qui s'appelle Weini, et d'autres se sont inclinés et ont parlé ainsi. Oui, alors en fait, c'est un dossier de plainte déposé par ces envoyés qui se disent maltraités au poste frontalier de Chuchan, à l'est de Dunhuang. Ils sont bloqués là, et le dossier est transmis aux autorités locales, qui transmettent pour examen à l'administration centrale, à Luoyang, qui renvoie des réponses, qui renvoie donc sa décision. Ça devra être réinstruit sur place, et tout ça forme un dossier. Et chaque baguette représente une étape de l'instruction de la plainte. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, alors, ça c'est le discours. On reproduit le discours des envoyés du Kangqiu. Alors, autrefois, n'est-ce pas, auparavant, suivant les ordres du roi du Kangqiu, nous avons apporté plusieurs fois des chameaux comme tribut aux Han. Chaque fois, nous sommes entrés par la passe de Dunhuang, et sur la route, on nous a pourvu de nourriture. Quand nous arrivions à Chuchan, la plupart du tribut étaient pris par les officiers du bétail, et le gouverneur provincial et Yang Baidao, c'est-à-dire l'envoyé du Kangqiu, et d'autres, évaluaient, sous-entendu ensemble, la qualité des chameaux. Alors là, on voit, c'est la procédure normale. Et on voit tout de suite que, le tribut apporté aux Han, c'est déjà un petit peu une fiction juridique. En réalité, il s'agit d'un commerce déguisé. Et par ailleurs, on voit aussi que on peut soupçonner que les officiers locaux non seulement évaluent la qualité du bétail, mais qu'ils en prélèvent au passage.
on laisse entendre, ce bétail n'est pas censé voyager dans son intégralité jusqu'à la capitale. Non. Suite de l'histoire. Cette fois-ci, cependant, quand Yang Baidao et les autres ont apporté les chameaux et sont entrés par la passe de Tunhuang, nous n'avons pas été fournis de nourriture le long de notre chemin. Quand nous sommes arrivés à Chushan, le gouverneur provincial de Chushan et les officiers locaux ont évalué la qualité des chameaux par eux-mêmes. Donc, c'est extrêmement clair comme rapport. Hein. Donc, pas de manière concertée, hein, tout seul, sans la participation de Yang Baidao et des autres envoyés. Gumo avait apporté, donc le Sogdien, il avait apporté un mâle blanc et 2 femelles blanches. Mais les officiers les ont estimés comme des jaunes. Ah, bon. Là, il faudrait discuter avec des spécialistes de zoologie. Mon impression, c'est que ce qui est important, la couleur du chameau, c'est un symptôme. En réalité, je pense que ce sont des sous-races différentes, peut-être des hybrides de qualité différentes. Étienne, qu'est-ce que tu en penses? En fait, on a la même chose dans les documents de NIA. Oui. Les chameaux blancs, ils sont valorisés. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont valorisés. Dans les documents de NIA, c'est pareil. Ils sont valorisés. Ouais. Alors, ce que dit Gazaniadou, non, c'est Charles Stepanov qui dit ça. Il dit, de manière générale, dans beaucoup de cultures, les animaux blancs sont survalorisés indépendamment de leur performance physique. S'il y a une sorte de valorisation symbolique, disons, c'est plus prestigieux de chevaucher un chameau blanc qu'un chameau jaune. Alors, est-ce que c'est ça, ou est-ce que ça recouvre des... Parce qu'on sait très bien que vous savez, ces races de chameaux ce ne sont pas des races pures. On parle toujours de la distinction chameau à 2 bosses, chameau dit bactrien, et chameau à 1 bosse, le dromadaire. Bon, alors, chameau à 2 bosses, beaucoup plus adapté au climat froid, aux montagnes, le dromadaire, beaucoup plus adapté au désert. Alors, la grande idée du géographe Xavier de Planol, pourquoi est-ce que les Arabes n'ont pas réussi à conquérir l'Anatolie et que ce sont les Turcs qui ont réussi? Eh bien, c'est très simple. C'est que les Arabes, ils arrivaient avec des dromadaires qui n'étaient pas adaptés, qui crevaient sur les hauts plateaux de l'Anatolie, et que les Turcs, ils sont arrivés avec des chameaux d'Asie centrale qui, eux, s'adaptaient. Bien. C'est possible que ce soit une partie de l'explication. Mais, moi, j'avais consulté à l'époque où j'étais en Afghanistan le géographe Daniel Ballan, et je lui avais dit, c'est bien beau les chameaux de Bactriane à 2 bosses, mais moi, en Afghanistan, je n'en ai jamais vu un seul. Alors, il m'avait répondu, non, parce que ce sont toujours des hybrides. Voilà, ce sont toujours des hybrides. Alors, du coup, je me dis, voilà, il faudrait avoir un peu plus d'informations sur les pratiques des haras de chameaux. Comment est-ce qu'on obtient des sous-races? Bon, je n'ai pas d'informations là-dessus. Voilà, alors donc... Si je peux intervenir. On a un texte dans le... Je crois que c'est dans le Hanchu, peut-être déjà dans le Hanchu, je crois, où ils disent que les Daiyueje ont des chameaux à 1 bosse. Et on a ensuite un texte dans le Weishu, dans lequel on dit que le pays de Mimi, qui est censé être Maïmour, il y a plusieurs Maïmour. Voilà, on n'est pas tout à fait sûr, envoie un chameau à 1 bosse à la cour chinoise. Le meilleur chameau, c'est celui qui naît d'un mâle bactrien et d'une femelle dromadaire. Ah ben voilà, les hybrides. Mais le gros problème, c'est que ce sont des chameaux. Ils peuvent porter 500 kg et pas 250, ils sont beaucoup plus gros. Mais le gros problème, c'est que seule la première génération est valable. Après, ça dégénère. Donc c'est très coûteux. Parce qu'à chaque génération, il faut que vous entreteniez des mâles bactriens, des femelles dromadaires, et que, en plus, pour poursuivre le mouvement, vous devez avoir aussi des femelles bactriennes pour que la génération d'après, vous ayez les mâles bactriens, etc. etc. Donc ce sont des chameaux qui sont très peu représentés. Il est possible que certaines, ça c'est un truc que je n'ai pas publié
vérifier, mais il est possible que certaines statuettes Tang, J'y dans pensais. lesquelles on représente des orchestres entiers sur le dos des chameaux, ce qui est impossible pour un Bactrien. Oui, vous avez des orchestres Tang de 5 personnes sur le dos d'un seul chameau. C'est impossible pour un Bactrien, il peut pas être porté au maximum 250. Non, Sur sur un un hybride, c'est possible. Sur un hybride, c'est peut-être possible. Oui, parce que moi je constate effectivement sur ces terres cuites Tang, la plupart des chameaux ont 2 bosses, mais certains n'en ont qu'une. En fait, c'est très difficile à voir parce que souvent ils sont battés, donc on voit mal. Oui. On voit mal. Mais ces trucs à plateforme, vous avez 5 bonhommes, j'ai vérifié, ils sont 5, c'est des hommes adultes, barbus, ils pèsent au moins 70 kg, donc on est déjà au-delà des capacités de portage d'un Bactrien. Donc je me demande s'il n'y a pas quelques exemples d'hybrides dans les céramiques Tang. Très rare. Tout ça, ça devrait être, voilà, ça devrait être repris, parce que je pense que dans ces discussions, pas de marchands de tapis, mais de marchands de chameaux, c'est quand même la base. Alors, en plus, donc, tous les chameaux apportés par Yang Baidao et les autres étaient gras, mais ils ont été considérés comme maigres. Quand on dit gras et maigre, je pense qu'il ne s'agit pas tellement du corps du chameau, de la panse du chameau, il s'agit de la bosse. Parce qu'on sait que un chameau, avant de voyager, va être engraissé et sa bosse va se remplir. Et un chameau qui n'a pas été assez nourri, sa bosse se vide comme un pneu. Et comment elle pend. Je pense qu'il s'agit peut-être de ça. Chameau gras, chameau maigre, ça veut dire, ça se voyait à la bosse. Alors ça c'est toujours la citation des envoyés, aucune de ces estimations mentionnées ici n'était authentique. Et les envoyés considèrent qu'ils ont été maltraités. Voilà. Donc c'est transmis à l'administration. Alors ensuite, suite du dossier. Sur le dégrouilleux du 6e mois, donc on est en 39, le directeur des hôtes étrangers, en même temps que l'admonisseur, le conseiller, a suggéré à un représentant donc, du palais intérieur que... Donc là la scène se passe à Luoyang. On est à la capitale. Donc, la tablette qui est reproduite ici concerne cette étape-là. Le dossier est monté à Luoyang avant de redescendre sur place. C'était Chang'an à ce moment-là. Je suis complètement perdu entre les moments où la capitale était Luoyang et le moment où la capitale était Chang'an. Parce que la question qui se pose pour moi, c'est que Ptolémée mentionne la ville de Serra Métropolis, la métropole des Chinois, et que tout dépend, son information vient de Marin de Tyr. C'est lui qui a donc reproduit les informations de la caravane de Maestitianos, le marchand syrien. Maestitianos, on dit, ça peut être au début de notre ère, ça peut être vers 50. Bien. À ce moment-là, quelle est Serra Métropolis ? Est-ce Chang'an, est-ce Luoyang? Il donne aussi des nombres de journées de voyage. Je n'ai jamais trouvé la réponse à ça. Donc, décision prise par les fonctionnaires de la cour, le cas doit être transféré au gouverneur de Tunhuang, donc qui est le supérieur hiérarchique de l'escroc de Chuqian. Voilà. Donc, qui devrait vérifier cette affaire après avoir reçu le document et donc faire rapport immédiatement sur la situation au gouvernement central selon les lois et les décrets. Chao Jung. En fait, il y a gouverneur de Dunhuang et aussi gouverneur de Zhouquan. Ah oui, alors quel est le personnage à Chuqian? Ah non, ils sont Provincial Governor of Chuqian. C'est un sous-gouverneur à Chuqian. I mean, both places have governor, but this one left to us is only the copy, the order to the governor of Dunhuang. There should be another order to governor of Zhouquan, but not this one. But they are of equal status.
Yes. Ah, ok. Donc il n'y a pas Those de, are dash. il n'y a pas de son supérieur hiérarchique. On a renvoyé le dossier aux deux. Bon. Et là, fin de l'affaire. Donc on ne sait pas finalement. Le dossier s'arrête avant qu'on ait connaissance de la décision du gouverneur de Dunhuang. Alors j'ai demandé à Cao Zhong que risquaient les fonctionnaires indélicats si leur culpabilité était prouvée. D'après ce qu'elle me dit, quelques difficultés dans leur avancement. Voilà, c'était dans leur dossier. Bon, apparemment, ils ne risquaient pas vraiment grand-chose, semble-t-il. Mais bon, probablement. Oui, alors à un moment. Ah oui, parce que oui, en fait, le dossier continue. Voilà. Le gouverneur de Dunhuang, qui s'appelle Hong, le scribe en chef qui s'appelle Chang, le commandant Probation Garrison Commander, ouais, qui s'appelle Suren, qui est aussi en charge. Vous voyez, c'est une bureaucratie quand même extrêmement compliquée. Hein. Bon, ils ont écrit au commandant, ils ont ordonné la chose suivante. Donc ils ont réécrit à Chuchan, où les pauvres ambassadeurs sont toujours bloqués avec leurs chameaux. Après avoir reçu cette lettre, vous devez rendre compte de la quantité de grains qui a été fournie à Yang Baidao et aux autres envoyés, des rois de Chiangkangqiu et Souchier, voilà. Donc en fait, là, situation difficile pour le gouverneur de Chuchan, parce que s'il a affamé les malheureux, il doit rendre compte des rations qui ont été fournies à ses ambassadeurs. Or, les ambassadeurs disent qu'ils n'ont rien reçu du tout. Donc là, il y a soupçon, évidemment, de détournement. Secrétariat dit, oui, quand même, cette administration fonctionnait très bien. Hein. Alors, l'impression, l'élève commandant ils ont informé le poste de Xuanshan que la lettre du commandant de Dunhuang est arrivée et il faut qu'il alors, Cao Zhong, where is Xuanshan in position compared with Chuchan? West or east? West. West. Xuanshan is between Dunhuang and Chuchan. I think it's the first station. First station. The Western envoys enter into the Chinese frontier. Il devrait rendre rapport des grains qui ont été fournis aux chevaux de poste. Alors oui, alors post horses. Donc, to the post horses, je pense que c'est une façon de dire les grains qui ont été fournis au cortège des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas des grains qui ont été fournis aux chameaux. Bon, les chameaux, ils ont été nourris avant. Bon. Et on n'a pas nourri que les chevaux. C'est-à-dire que ce dont se plaignent, je pense, les ambassadeurs, c'est qu'on ne les a pas nourris eux-mêmes et on n'a pas non plus nourri leurs chevaux. Voilà. Donc, et là, l'affaire s'arrête. Voilà. Donc, c'est intéressant à plusieurs reprises, évidemment, un contexte où visiblement l'administration chinoise, je dirais, délibérément maltraite des envoyés de royaumes occidentaux qui auparavant étaient bien traités. En réalité, on les raquette. En réalité, c'est ça. Ils ont récupéré les chameaux et à bas prix. Alors, était-il prévu que les ambassadeurs recevraient une compensation pour les chameaux fournis aux autorités chinoises? Ou est-ce que simplement on justifie leur mauvais traitement par le fait qu'ils ont apporté des chameaux galeux et flanqués? C'est un peu difficile à dire. Mais enfin, on voit qu'on est dans un contexte de tension diplomatique et que ça se reflète immédiatement sur le traitement que reçoivent ces envoyés. Et puis, ce qui est fondamental pour notre propos, c'est que là, on voit apparaître
côte à côte, donc, avec visiblement des situations d'association proches, les ambassadeurs du Kangqiu et les ambassadeurs du Souchier. Et donc, là, demain, avec ce sera surtout donc Chao Zhong qui reprendra la question de la liste de ces royaumes subordonnés et de l'identification donc de Souchier, qui est le seul cas en fait où on voit qu'il n'y a pas de problème sur l'identification parmi les 5 royaumes, sur l'identification de ces 5 royaumes telle qu'elle est proposée par les commentateurs chinois ultérieurs et par les commentateurs modernes, et avec maintenant l'élément supplémentaire que représente la liste des royaumes sogdiens dans les inscriptions de Kultobé. Voilà. Donc, rendez-vous à demain.